sais pas si vous connaissez cet outil-là. Oui, le normographe. J'utilise énormément le normographe pour faire notamment toutes les têtes des personnages, pour faire, voilà, pour être un peu plus précise. Et c'est là où je vais faire tous les décors, mais aussi, je vais faire tous les décors, mais je vais aussi faire les poses des personnages, leurs expressions. Je vais rajouter quelques bulles. Et ça, c'est encore très schématique des fois. C'est vraiment très rapide, mais là aussi, ça me permet de savoir comment on avance dans le livre. Donc là encore, je le renvoie à Esther Duflo. On rajoute un peu de texte, des fois on corrige, des fois on enlève. Là, par exemple, on a enlevé toutes les villes à un moment donné, mais au moins ça nous permet de nous remettre d'accord. Est-ce qu'on est bien sûr que c'est cette histoire-là, que les personnages sont dans la bonne position, ils disent les bonnes choses? Et ça nous permet aussi de l'envoyer à l'éditrice qui, elle, va s'occuper de faire le livre. Une fois que j'ai fait ça, je vais recopier encore une fois les images, mais cette fois, je vais choisir uniquement les bonnes lignes, uniquement les bons traits. Vous voyez qu'il y a ici, il y a énormément de traits. Je ne sais pas encore exactement à quoi ça va ressembler. Et ici, c'est beaucoup plus propre, précis, exactement. Et je vais aussi me donner des petites indications de couleurs qui me permettent de savoir, voilà, un peu comme un coloriage. Après, ça me facilite le travail. Ça me permet de... je mets juste un tout petit peu dans les formes qui vont avoir cette couleur-là. Je le renvoie, on se remet d'accord. On se remet d'accord et à ce moment-là, une fois qu'on est vraiment d'accord, là, ça va être le livre final. Là, je vais faire les images finales. Et c'est là qu'il y a un petit problème avec, pas un problème, mais c'est un peu difficile avec les couleurs. C'est-à-dire qu'au départ, ça, c'est les toutes premières planches que j'avais faites. Donc, elles sont, vous arrivez à deviner la technique? À ton avis? Non, la technique. À ton avis, qu'est-ce que j'ai utilisé pour faire les dessins? De la peinture? Non, ça pourrait. Des crayons. Des crayons de couleur? Oui. Oui, exactement. Normalement, mes dessins, j'utilise des crayons de couleur. Et normalement, j'en utilise que 4 qui me permettent de faire toutes ces couleurs et que je mixe les uns avec les autres. Sauf que quand j'ai montré ces dessins à l'éditrice, donc qui s'occupe, elle, de faire le livre, elle m'a dit que quand ça allait être imprimé, ça allait être fade. Les couleurs allaient être un petit peu ternes et que donc on n'allait pas avoir de belles couleurs. Donc il a fallu trouver une autre méthode pour avoir des belles couleurs. Et à ce moment-là, moi j'ai été formée pour imprimer des images. Et donc j'ai utilisé la manière dont les imprimantes fonctionnent. Est-ce que vous avez une idée de la manière dont les imprimantes fonctionnent? Oui. Il y a des tampons, il y a des couleurs dedans et après ça t'envoie. Alors, exactement. Sur la question des couleurs, comment on fait pour avoir autant de couleurs avec une imprimante? Plein de tampons. Est-ce que, par exemple, comment on arrive à avoir toute la gamme de couleurs qu'on peut imprimer dans une seule petite machine? Oui. On met des cartouches. Oui, exactement. Et on met des cartouches de combien de couleurs? Oui. 4, exactement. Tu connais les 4 couleurs? Oui. Quelqu'un d'autre qui a levé? Toi, tu avais levé? Oui. Beige, orange, bleu et violet. Alors, le bleu est correct. On va mettre du bleu, qui a une forme de bleu très clair qu'on appelle du cyan. Oui. Du jaune. Donc, on a du cyan, du jaune. Oui. Du noir et du rouge. Alors, du noir totalement. Le rouge, c'est presque du rouge, c'est du rose. Exactement. C'est une forme entre le rose et le rouge qui s'appelle du magenta. Et en fait, avec ces 4 couleurs, on peut, en les mélangeant, c'est l'imprimante qui s'occupe de les mélanger, eh bien, on peut faire toute la gamme de couleurs qu'on veut. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai facilité le travail, entre guillemets, où je me suis compliqué le travail, en anticipant ce que fait l'imprimante. Donc chaque image, comme vous pouvez les voir imprimées ici, en fait, chaque image est composée de 4 calques qui correspondent
c'est 4 calques qui correspondent aux 4 couleurs. Exactement. Il y a un calque par couleur. Donc, par exemple, ça, c'est une seule image. Ici, bon, alors, moi, je les connais par cœur aussi, donc ça m'aide. Mais ça, par exemple, alors, celui-là, par exemple, c'est le calque de la couleur magenta. Je vais vous expliquer, hein, c'est pas évident. Ça, c'est le calque du noir. Ça, c'est le calque du bleu, du cyan. Et ça, c'est le calque du jaune. Et donc ça me permet de faire les formes. Et sur chaque calque, les formes vont correspondre aux couleurs. Alors, c'est un peu compliqué à comprendre, mais pour ça, je vous ai fait une petite animation qui récapitule un peu. Voilà. Là, on voit le croquis. Ici, c'est la couche de jaune, la couche de magenta, la couche de bleu, la couche de noir sur une autre image. Et là, c'est toutes les couches qui s'accumulent les unes avec les autres. On peut le revoir une fois si vous voulez, ça met un peu de temps à comprendre, mais c'est ce qui me permet, par exemple, si je mets les formes, une forme qui doit être verte, je mets la même forme sur la couche de jaune et la même forme sur la couche de cyan, et quand je les réassemble l'une sur l'autre, ben, ça me donne du vert. Ah ouais, ça arrêté. Bon, enfin, tout ça pour dire que ça fait beaucoup de pages, mais au moins, ça me permet d'avoir des couleurs très vives. Une fois qu'on a fait ça, voilà. Une fois que j'ai fait ça, donc j'ai fait ça pour toutes les images. Alors, il y a 32 images par album. Il y a 10 albums, donc ça fait 320 images par 4 feuilles. Donc, ça fait tout de suite un énorme volume. Une fois que j'ai fait ça pour les 10 albums, je vais sur un logiciel qui me permet de voir... qui me permet de voir tout le livre. Ici, vous voyez, c'est un peu comme ce que je vous ai montré que je faisais sur mon carnet. Ici, j'ai toutes les pages du livre. Elles sont comme étalées les unes en face de moi. Et je rentre les images dedans et je rajoute le texte. Entre-temps, j'ai fait aussi, vous vous souvenez qu'il y a des bulles dans les albums. Entre-temps, j'ai dessiné toutes les bulles et j'ai dessiné sur des feuilles séparées tout le texte à la main. C'est un peu comme, je ne sais pas si vous avez déjà fait ça, mais c'est un peu comme les exercices que vous faites pour écrire en manuscrit. C'est à peu près la même chose. Il faut être aussi précis pour qu'on puisse bien le lire. Et je l'ai fait sur une feuille différente parce que les albums vont être publiés dans d'autres langues. Donc, il faudra à un moment donné ajouter du texte dans une autre langue sur ces bulles. Donc, il faut que ce soit séparé. Je m'occupe aussi de faire le texte pour la couverture, donc le prénom des personnages. Je mets tout ça dans un seul fichier et l'imprimeur l'éditeur va l'imprimer. Donc ça, c'est une feuille faite. C'est juste pour voir s'il y a des erreurs. Et alors, souvent, il y a beaucoup d'erreurs. Des fois, on a oublié un œil, des fois, on a oublié un bras, des fois, il y a des éléments qui manquent. Donc là, on les entoure et moi, je m'occupe de les corriger. Mais ça nous donne une assez bonne idée de ce à quoi ça va ressembler presque à la fin. Je rajoute une page de garde que je fais séparément. L'imprimeur, l'éditeur. Ça, par exemple, c'est un essai pour la couverture, donc sur le bon papier épais de la couverture. Là encore, il y a des petits soucis, donc on entoure les problèmes. Et l'éditeur fait finalement une maquette du livre. Alors, vous voyez que si je la désosse, on voit la couverture, la 4e de couverture et le dos du livre, qui permet d'identifier. Donc ça, c'est une seule feuille. Et à l'intérieur, toutes les pages, en fait, c'est 3 petits livrets qui sont mis dans le bon ordre, donc qui sont imprimés comme ça, et qui seront ensuite cousus ici et collés avec la couverture. Et là, on a fini, à peu près. Il ne manque plus qu'à l'imprimer. Il y a encore beaucoup de problèmes qui peuvent arriver par la suite, mais voilà. Alors, ça, c'était un petit peu l'album de A à Z. Et comme vous avez pu le remarquer, je n'ai pas trop parlé de la pauvreté.
parce que, justement, moi, mon travail, c'est m'assurer que, peu importe le thème aussi, ce soit un bel album, ce soit un bel objet avec de belles couleurs, avec des personnages intéressants, avec un univers dans lequel qu'on a envie d'habiter. Et ça, c'est aussi important pour donner envie en fait, de lire ces albums. Alors, si vous avez des questions, je ne sais pas combien de temps il y a. Ben, dans ce cas-là, si vous avez des questions, si vous voulez revoir des choses, si vous voulez, eh bien à ce moment-là, je peux y répondre. Je sais qu'il y avait des questions à la l'administration. Oui, des questions pour Chélienne le Olivier. Voilà. Combien de temps ça prend pour faire un livre? Combien de temps? Alors, pour faire toute la série ou pour faire un seul album? Pour faire un seul album. Alors, en général, je travaille 3 albums par 3 albums. Vu qu'il y en a 10, ben, j'ai travaillé d'abord les 3 premiers, ensuite les 3 suivants, ensuite les 3 suivants et le dernier, un petit peu comme ça. Ça me prend à peu près, je dirais, 6 mois environ. Voilà, à peu près 6 mois environ. La partie qui dure le plus longtemps, c'est cette partie-là, comme tu peux imaginer, parce que ça demande beaucoup de temps. Mais c'est aussi la partie où, en fait, moi, j'ai le moins de travail techniquement parce que tout a déjà été pensé avant. Donc, en général, quand je fais ça, je regarde un film ou alors j'écoute de la musique ou des choses comme ça. Donc, cette partie-là, en fait, c'est beaucoup de travail, mais c'est assez agréable. Oui, tout au fond. Quelle est votre principale découverte sur la pauvreté? Alors, je pense que la principale découverte que j'ai faite assez tôt dans les albums, c'est que même avec les meilleures intentions, on a des préjugés aussi. Et j'ai plusieurs exemples. Moi, parce que c'est en grande partie, on discute des histoires avec Esther, mais c'est moi qui fais les premières images et ce qui fait notamment le texte. Et donc, parfois, j'ai écrit un texte qui me semblait bien, sans préjugés. Et Esther m'a dit « Ah non, là, en fait, tu dis quelque chose qui n'est pas vrai. » Et donc, je me suis rendu compte que même si j'avais l'impression d'avoir lu le livre, même si j'avais l'impression d'avoir bien étudié la chose, que j'avais des préjugés qui étaient là. Et donc, ça m'a obligée à être beaucoup plus attentive et à travailler encore plus précisément avec Esther pour être sûre aussi que corriger ça au fur et à mesure. D'autres albums de cette série ou d'autres albums? Oh bah oui, moi j'aimerais bien écrire d'autres albums. Sur cette série, on ne pense pas en faire plus parce que dès le début, on avait dit qu'il y aurait 10 livres et que ça correspondait aux 10 thèmes dont je parlais Esther. Donc pour cette série, il n'y aura pas plus d'albums, je pense. Mais moi, ça m'intéresse de continuer à travailler sur ces thématiques-là, peut-être pas sur la pauvreté en particulier, mais par exemple sur l'environnement. Ça m'intéresse de continuer à faire ce genre d'album. Oui, tu sais. Pourquoi les personnages n'ont-ils pas l'air profonds dans leur manière d'être habillés? Alors, c'est une autre question à laquelle je vais répondre parce qu'en fait, on a décidé avec votre maîtresse, il y a plein de thèmes qu'on pourrait aborder à propos des albums, mais on avait décidé de parler vraiment particulièrement des personnages. Et ça, j'ai prévu de vous en reparler juste après. Et c'est une très, très bonne question. J'ai prévu de vous en parler juste après Esther Dufaux. Oui. Oui, toi. Comment avez-vous trouvé et choisi les personnages? Comment? Alors, la plupart, je ne sais pas si Esther répondra à cette question, mais justement, alors, ce livre-là est divisé en 10 chapitres. Donc, les albums reprennent un peu ces 10 chapitres, reprennent les thèmes qui sont dans ces chapitres. Et après, Esther Dufaux, elle est rédactrice en chef d'un journal. Elle est à la tête d'un laboratoire qui lui permet de voir passer beaucoup d'articles scientifiques. Donc, elle, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va reprendre des petits bouts de ces articles et
et elle va les coller ensemble, elle va créer l'histoire à partir de tout ce que ces articles disent un petit peu. C'est ça qui lui permet de faire un collage qui est unique, mais qui s'appuie sur et son travail, donc elle a elle-même mené, mais aussi le travail de ses collègues un peu partout dans le monde. Donc elle travaille comme ça, et après, elle nous fait une première proposition d'histoire. Et nous, notre travail à moi et à l'éditrice, c'est de lui dire que des fois, par exemple, c'est elle qui nous dit que là, comme j'ai dit tout à l'heure, des fois, nous, on a fait une erreur. C'est pas la réalité, c'est faux scientifiquement. À ce moment-là, il faut corriger. Mais des fois, nous, on doit lui dire que là, pour le bien de l'histoire, il faut peut-être enlever un détail. Il faut peut-être que, pour que l'histoire soit peut-être plus attirante ou qu'elle soit plus fluide, peut-être qu'il faut omettre un détail. Donc, c'est un échange comme ça permanent. Parce que ça lui semblait aussi important de parler aux enfants à travers peut-être le point de vue des enfants. Et en même temps, mais ça j'en parlerai peut-être tout à l'heure, en même temps, à la fois chaque album est sur un enfant, mais très vite, on essaie de faire en sorte que ce ne soit pas juste l'enfant tout seul face au problème. C'est très vite ses frères et sœurs, ses amis, mais aussi les plus grands, les plus âgés du village. C'est un peu tout le village en fait qui se met à bouger à cause de ce problème. Donc c'est à la fois, ça part du point de vue des enfants, mais c'est toujours l'ensemble de la communauté qui est impliquée. Oui. Pourquoi les personnages ont des maisons alors qu'ils sont pauvres? Alors ça, c'est peut-être une question que tu pourras poser à Esther. Je pense que c'est une question que tu pourras poser à Esther. Je pourrais y répondre, mais elle répondra bien mieux. Est-ce que c'est un métier? De quoi? Illustratrice? Ah oui, c'est un métier. Oui. Oui, il faut que c'est les personnes qui font les livres que vous lisez ou que vous avez lus. Si vous avez plus de questions, si vous voulez voir un petit peu. Je sais pas si c'est compliqué. La première ligne, vous pouvez aller sans toucher. Avec oui, voilà, il faut aller pas toucher, mais si vous voulez vous approcher un peu. Ouais, ça, c'est du crayon, mais je passe beaucoup de temps pour qu'on n'ait pas l'impression que ce soit du crayon. C'est en anglais parce qu'on avait commencé à écrire en anglais. Parce qu'Esther travaille aux États-Unis et on pensait d'abord le faire avec un éditeur anglais. Et finalement, on l'a fait avec un éditeur français, donc on a tout retraduit en français. On a travaillé en français après, mais là, on est en train de le retraduire en anglais. Bonjour, vous nous entendez bien? Bonjour. Bonjour les enfants. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, vous pouvez poser du coup les questions et puis comme tout à l'heure, quand Esther Dufeu est en train de parler, on baisse la main, ok? Si tu veux poser des questions. Bien parlé. Pourquoi y a-t-il des gens pauvres? C'est une très bonne question. Je ne pense pas que j'ai la réponse complètement, mais c'est un petit peu, c'est presque cette question-là à laquelle j'ai décidé de consacrer toute ma vie et tout mon travail pour comprendre pourquoi il y a des gens pauvres et surtout comment faire pour les aider déjà à vivre leur vie puis aussi à sortir de la pauvreté. Alors, il y a des gens ont tout un tas de théories de pourquoi les gens sont pauvres. Et en fait, il y en a probablement beaucoup. Il y a des gens qui ont des problèmes, qui sont pauvres parce qu'ils habitent dans des endroits où la terre est très pauvre. Il y a des gens qui sont pauvres parce que ils ont des problèmes de santé, par exemple. Il y a des gens qui sont pauvres parce que quelqu'un leur a pris tout ce qu'ils avaient. Il y a des gens, et puis il y a aussi des gens qui sont pauvres simplement parce qu'ils sont pauvres. C'est un peu bête à dire, mais souvent rien. Par exemple, si vos parents sont très pauvres, ils ont du mal à vous habitez par exemple Congo, et vos parents sont très pauvres. Ils ont du mal à vous envoyer à l'école.
vous passez beaucoup de temps à aider à la maison ou à la ferme, vous n'avez pas le temps d'aller à l'école non plus. Donc, du coup, vous ne pouvez pas avoir un bon travail après. Donc, du coup, vous restez pauvre. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont pauvres simplement parce qu'ils sont pauvres. Et c'est ça surtout qu'il faut essayer de changer. Oui. Est-ce que la pauvreté dépend toujours de l'argent? Est-ce que la pauvreté dépend toujours de l'argent? Une autre question excellente. Oui et non. C'est-à-dire la pauvreté, c'est pas seulement ne pas avoir beaucoup d'argent. La pauvreté, ça a plein de dimensions. Par exemple, ne pas avoir accès à une bonne école, ne pas être en bonne santé, c'est aussi des formes de pauvreté. Il y a même des gens qui peuvent être pauvres dans une certaine mesure, même s'ils ont plein d'argent, parce qu'ils sont très, très limités dans ce qu'ils peuvent faire. Et inversement, il y a des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent et qui se sentent pas, perçoivent pas comme pauvres et qui ont des vies très, très pleines. Donc, je dirais que le meilleur moyen d'y penser, c'est de dire la pauvreté, ça a plein de facettes. C'est pour ça que nos livres, on en fait 10, c'est pas un seul un. Si c'était juste une question d'argent, on aurait fait un livre. Pourquoi les gens ont moins d'argent que personnes ont moins d'argent que d'autres. Mais en fait, ce qu'on montre, c'est qu'il y a plein d'aspects à la pauvreté. La santé, la capacité de choisir le travail qu'on veut, la pauvreté, d'avoir une voix dans la société. Ça, c'est des dimensions différentes de la pauvreté. Oui. Est-ce que ça vous a rajouté ces livres? Est-ce que vous voulez bien répéter la question? Est-ce que ça vous a rajouté d'écrire ces livres? Ah non, pas du tout, pas du tout. Ça m'a rendu très contente d'écrire ces livres. En fait, ce qui est le moment où j'ai été triste dans ma vie, c'était à peu près à votre âge, en fait, quand j'ai découvert qu'il y a des enfants qui vivaient des vies tellement plus difficiles que la mienne. En fait, ma maman, elle était pédiatre, c'est un pédiatre. Et en plus de s'occuper d'enfants comme nous, elle s'occupait aussi d'enfants qui vivaient dans des endroits très pauvres dans le monde. Et du coup, quand elle y allait, quand elle voyageait et qu'elle revenait, elle nous montrait des photos de ce qu'elle avait vu. Et ça, la première fois qu'elle est revenue et qu'elle montrait des photos, c'était des photos d'enfants qui habitaient au Sahara. Ça m'a vraiment très triste. Et puis, donc, au début, j'étais très triste. Et après, je me suis dit, bon, ça ne sert à rien d'être triste. Il faut essayer de faire quelque chose. Moi, j'ai eu la chance de naître où je suis née, dans la banlieue de Paris, avec des parents qui avaient toutes les chances de la vie. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Ça me donne une responsabilité vis-à-vis de ces enfants. À partir de ce moment-là, je crois que j'ai jamais été triste à ce sujet. J'ai toujours voulu agir. Écrire ces livres, ça m'a pas du tout rendu triste. Au contraire, ça m'a fait très plaisir de pouvoir montrer un petit peu ce qu'on savait à des enfants comme vous, pour que vous puissiez aussi commencer à vous poser des tas de questions. Pourquoi n'aide-t-on pas plus les personnes qui sont dans la rue? Dans le livre, c'est une bonne question parce qu'en fait, la pauvreté des gens qui n'ont pas de maison, c'est surtout une situation peut-être de pays riches. Bon, il y a aussi des gens qui n'ont pas de maison dans les pays pauvres, mais qui vivent dans des circonstances très spécifiques, par exemple, qui ont été chassés de leur maison par une guerre ou qui ont été chassés de leur maison par une catastrophe naturelle. Mais sinon, les gens pauvres, disons, dans des situations habituelles, en fait, souvent, ils ont une maison. C'est pas très forcément une super maison, ça peut être une toute petite maison. Dans un des livres, on voit comment ils construisent leur maison, un peu de briques et de broc, pièce par pièce. C'est une toute petite maison fabriquée, et les gens, en fait, ont une maison. C'est dans les pays riches. On voit beaucoup de pauvres qui n'ont pas de maison. Ça, c'est un problème de... en fait, ils pourraient avoir une maison, parce qu'on ne s'organise pas pour qu'ils en aient une. Mais dans les pays pauvres, en général, tout le monde a une maison, même si c'est une toute petite maison. Oui. Pourquoi les personnages ont-ils tous des maisons, mais pourquoi ils sont pauvres? Parce qu'ils ont une maison, mais ils ont une toute petite maison, mais ils n'ont pas beaucoup de choses. Donc, si vous regardez, par exemple, dans les dessins, vous verrez que
dans les maisons, il y a souvent une pièce. Et en fait, dans la pièce, il y a pas beaucoup d'objets. Il pourrait y avoir, par exemple, une chaise, ou même pas de chaise du tout. Il pourrait y avoir juste un petit matelas pour dormir. Il va y avoir un poster sur le mur parce qu'ils aiment bien avoir tout le monde aime bien que sa maison soit jolie. Dans certains villages en Inde, ils peignent leur maison avec des motifs magnifiques. Et donc, c'est des gens qui ont très très peu de choses, même s'ils ont une petite maison. Et on voit aussi, par exemple, que leurs vies sont difficiles. Souvent, il y en a beaucoup qui sont paysans, qui travaillent, même quand dans un des livres, celui de Nagy et Nezo, on voit qu'ils travaillent, et malgré ça, il n'arrive pas à manger assez pour être fort, qu'il n'arrive pas à gagner beaucoup d'argent. Donc ça, c'est toutes les facettes d'être. C'est pas que avoir une maison ou même un objet. Pourquoi avez-vous choisi de travailler sur le sujet de la pauvreté? Je vous ai dit un peu l'origine, hein, c'est quand j'avais à peu près votre âge. Je ne sais pas quelle classe vous êtes, vous êtes en CE2, CM1, c'est ça? Donc je crois que j'avais 8 ans, hein, la première fois que j'ai vu des images d'enfants qui vivaient dans la pauvreté, puis ça m'a vraiment frappée et ça m'a rendue triste, comme je vous l'ai expliqué. Et à partir de là, j'ai toujours voulu un jour faire quelque chose pour aider ces enfants. Alors, je ne savais pas trop ce que c'était. Pendant une grande partie de ma vie, je n'avais pas une idée très concrète de ce que je pouvais faire moi. Et puis finalement, j'ai découvert l'économie. Et quand j'ai découvert l'économie, je me suis dit, en fait, ce que je peux faire moi, il y a plein de manières évidemment dont on peut aider les gens qui vivent dans la pauvreté. On peut devenir médecin, on peut travailler dans des camps de réfugiés, justement pour les gens qui ont perdu leur maison. On peut devenir vétérinaire, on peut construire des ponts. Mais bon, moi, je me suis dit que l'économie, ça m'intéresserait parce que ce que j'irais faire, c'est essayer de comprendre vraiment comment les gens vivent leur vie, pourquoi ils font les choix qu'ils font, quelles sont les barrières qui existent entre eux et une vie pleine, comment on peut soulever ces barrières. Donc en fait, ma décision de travailler sur la pauvreté, elle est depuis que je suis toute petite. Mais la forme spécifique que ça a pris est venue plus tard. Comment avez-vous choisi les noms des personnages? Ah, c'est une bonne question. Donc, c'était très important pour nous, je ne sais pas si Cheyenne vous en a déjà parlé, que les personnages de ce livre ne soient pas associés à un pays en particulier. Parce qu'on ne voulait pas parler de la culture d'un pays, c'est très important évidemment, mais nous, ce n'est pas ce qu'on voulait faire. On voulait parler de la vie en pauvreté, un peu comme on la trouve partout, de problèmes et de solutions aussi qui ne dépendent pas d'un endroit spécifique. Ça pourrait être au Kenya, ça pourrait être en Inde, ça pourrait être au Ghana, ça pourrait être n'importe où en Afrique ou en Asie. Donc du coup, je voulais choisir des noms qui viennent d'un peu partout. Et puis il y en a aussi que j'ai inventés, que je trouvais qu'ils sonnaient bien. Donc il y en a qui viennent, par exemple, Afia. Le deuxième livre, la petite fille s'appelle Afia. C'est sur la santé. Et Afia, ça veut dire en bonne santé en Swahili. Donc ça, c'est pour ça que j'ai choisi comme ça. Et j'ai vu qu'il y avait une petite fille dans votre classe qui s'appelle Lilou. Alors en fait, l'héroïne principale, elle s'est appelée Lilou pendant très longtemps. Et puis, parce que j'aime bien ce nom, ça sonnait exactement comme le caractère, plein d'énergie. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit que Lilou, ça faisait quand même très français. Donc, du coup, on a changé Lilou en Nilou, parce que j'aime aussi bien comment ça sonne. Et Nilou, du coup, ça pourrait être de partout. Par exemple, il y a un nom en Inde qui s'appelle Niloufer. Et Nilou, ça pourrait être l'abréviation de Niloufer. C'est aussi un nom qu'on pourrait trouver en Amérique latine. J'ai un ami qui s'appelle Nil, qui est indien aussi. Bref, donc c'est comme ça que j'ai choisi Nilou. Et puis après, il y en a que j'ai carrément inventé. Par exemple, Imeuni, je l'ai juste sorti je l'ai inventé. Pourquoi les personnages n'ont-ils pas l'air pauvres dans leur manière d'être habillés? Ça veut dire quoi d'avoir l'air pauvre dans la manière d'être habillé, à ton avis? Avoir des vêtements un peu troués. D'avoir des vêtements loques en fait, en réalité, même si on est très pauvre, on peut avoir
short ou un petit pantalon ou une petite robe bien repassée et une jolie chemise. Et en fait, si vous allez donc vous vous promenez dans les rues en Afrique, par exemple en Afrique, vous voyez tous les enfants qui vont à l'école, ils ont des uniformes très bien repassés, tout propres. Même si ils en ont qu'un, ils le lavent à chaque fois, ils le repassent. Ils ont leur natte, enfin les petites filles ont leur natte très bien faite ou alors les cheveux très courts. Ils sont très bien coiffés, ils sont très très soignés et ils sont quand même très pauvres. Donc en fait, c'est l'idée que les gens qui sont pauvres, c'est des gens, on va les trouver en loque, mal habillés, etc. C'est vraiment un de ces préjugés d'essayer justement de, euh, de soulever, c'est-à-dire de changer, c'est-à-dire il y a des gens, la plupart des gens très pauvres dans le monde, ils ont comme nous, comme tout le monde en fait, pauvres ou pas, ils sont très très soucieux de leur apparence, très soucieux d'être bien propres quand ils vont à l'école et avec des jolis petits habits. Et du coup, et les adultes aussi, même s'ils sont pas très riches, ils vont choisir par exemple un joli tissu pour faire une robe. Ce ne sera pas forcément le tissu de la meilleure qualité, le plus doux, mais ils seront quand même bien habillés. Donc ça, c'est justement un des préjugés que je voulais essayer de contrecarrer. Et je suis contente que vous ayez remarqué qu'ils soient bien habillés. Oui. Depuis combien de temps travaillez-vous sur le sujet de la pauvreté? Oh là là, ça va trahir mon âge, ça. Depuis que j'ai, disons, 21 ans. C'est quand je suis arrivée, quand j'avais 21 ans, je suis arrivée aux États-Unis pour commencer ma thèse, c'est-à-dire mon travail universitaire. Et depuis ce moment, je travaille sur la pauvreté. Donc maintenant, ça va traduire mon âge. Ça fait 30 ans. Pourquoi vos personnages sont de toutes les couleurs? Alors, oui, c'est une question à laquelle je vais répondre un petit peu après, mais c'est peut-être utile, Esther, si tu rappelles pourquoi, et moi ensuite je parlerai de comment on l'a fait. Plutôt. Alors pourquoi les personnages sont toutes les couleurs? C'est un peu je pense que Cheyenne va pouvoir en parler plus de comment elle a conçu les personnages, mais je vais vous donner en fait la raison, ce que je lui ai donné comme mission. Vous vous souvenez quand je vous ai parlé des noms, j'ai dit que c'était très important que les personnages n'habitent pas dans un pays en particulier. Et pour la même raison, c'est très important que les personnages n'aient pas l'air de venir d'un pays en particulier. Donc pour ça, on ne pouvait pas les rendre tout roses, on ne pouvait pas les rendre bruns, donc on a décidé de les rendre de toutes les couleurs. Quelle est votre principale découverte sur la pauvreté? Quelle est ma grande découverte sur la pauvreté? J'aimerais bien avoir une grande découverte qui puisse résoudre tout le problème d'un coup, ce serait vraiment bien. Comme les gens qui travaillent sur le cancer, ils aimeraient bien avoir une pilule magique qui résolve tous les cancers. Malheureusement, ce n'est pas possible. En fait, comme la pauvreté a plein d'aspects, il y a plein de problèmes différents et il y a plein de solutions aussi. Donc, je ne peux pas vous citer une grande découverte qui résumerait, disons, toute l'œuvre de ma vie. Mais par contre, on a essayé justement dans tous les livres de donner la place à des découvertes soit que je fais, soit d'autres gens, mes amis ont fait qui travaillent aussi sur la pauvreté. Et en fait, il n'y a pas une découverte majeure, mais il y a plein de découvertes importantes. Et à partir de ces découvertes importantes, on peut aussi changer la vie des gens. Donc, par exemple, je vais vous donner juste un exemple. Dans un des livres, il y a celui qui s'appelle Bibir. Il y a une vieille dame qui apparaît sous les traits d'une sorcière. Les gens et les enfants ont très peur d'elle et ils n'ont pas trop envie de la voir. Et donc, en fait, eux, ils ont tous ces préjugés sur elle. En fait, c'est pas du tout une sorcière, c'est juste une vieille dame qui est très très pauvre. Elle, pour le coup, elle habite en loc parce qu'elle n'a vraiment pas grand-chose et sa maison est toute cassée. Elle lui tombe dessus même à un moment. Elle est vraiment, même dans ce village où personne n'est riche, c'est la plus pauvre des pauvres. Et
beaucoup de gens pensaient que des gens comme ça, on ne pouvait pas vraiment les aider à vivre beaucoup mieux. On pouvait leur donner un petit peu quelque chose pour qu'ils survivent, mais ils étaient destinés à vivre un petit peu en marge, ne pas pouvoir vraiment s'intégrer dans la société. Et il y a une organisation au Bangladesh, vous savez où c'est le Bangladesh? C'est pas très loin de l'Inde, en Asie. C'est un pays très pauvre. Et il y a une organisation au Bangladesh qui a décidé que non, même ces gens-là, c'est sûr qu'ils pouvaient contribuer, c'est juste qu'ils avaient eu tellement de malheur dans leur vie que la pauvreté s'était accumulée pour les mettre dans d'être un peu âgés, ça n'aide pas. Donc ils ont décidé de donner aux gens de quoi redémarrer dans la vie. Donc, par exemple, dans l'histoire de Bibir, ce qu'il donne à Kangou, c'est la sorcière qui n'en est pas une, c'est une machine à coudre et du tissu pour démarrer une activité. Et la grande découverte, c'est que quand on fait ça, les gens, quand on les suit pendant de nombreuses années, quand on suit ce qui leur arrive pendant de nombreuses années, eh ben, ils deviennent de plus en plus riches. Ils ne se transforment pas en Bill Gates à la fin, hein, mais ils sont de moins en moins pauvres et ils vivent de mieux en mieux. Et finalement, au bout de 5 ans, 6 ans, 7 ans, 10 ans, ils ont trouvé leur place dans la société du village et ils ne sont pas plus pauvres que les autres. Ça, c'était une très grande découverte parce que ça permet de… Par exemple, depuis, il y a beaucoup de gouvernements qui ont décidé de mettre en œuvre un programme à très grande échelle. Donc, par exemple, il y a 1 million de gens qui en bénéficient en Inde. Ça, c'était une découverte. Après, si vous n'avez pas d'autres questions, je peux vous citer des tas d'autres découvertes, mais j'aimerais mieux répondre. Si vous voulez bien, il y a les deux monsieur qui avaient une question. Oui. Allez-y. Les adultes ne sont pas exclus. On aimerait savoir quelles sont les préoccupations des enfants sur la pauvreté à cet âge-là. Vous avez eu un bon échantillon là dans la classe. Presque tous les enfants que je rencontre, quand j'ai des questions d'enfants qui sont la question qui revient toujours, c'est pourquoi il y a des gens qui sont pauvres et d'autres qui ne le sont pas. C'est la première question qui a été posée aujourd'hui. C'est un peu la première question que je me suis posée moi aussi, et c'est la question que je me pose tous les matins. Donc ça, c'est pas tellement étonnant, mais c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve. C'est-à-dire, et à la fois, et c'est une question qui n'est pas juste une question intellectuelle, c'est une question morale qu'on se pose. C'est pas pourquoi dans le sens où donne-moi la raison pourquoi, mais aussi comment on peut tolérer une chose pareille. Les enfants comme vous ont un sens de la justice qui est très profond. Et c'est bien de le garder avec vous, parce que souvent, quand on devient adulte, on le perd un peu. On arrête de se poser cette question-là, et pourtant, c'est un peu la question la plus importante. Allez, une dernière, parce qu'après, en quoi est-ce que c'est important d'écrire ce livre? Est-ce que vous pensez qu'on devrait sensibiliser plutôt et plus les enfants à la pauvreté, à l'économie? Est-ce qu'on peut plus à cette chose? J'ai pas compris j'ai pas entendu la deuxième partie de la question, mais la première, pourquoi c'était important d'écrire ce livre? En fait, il y a 2 raisons. La première, c'est que il y a les expériences que moi j'ai fait quand j'étais enfant. J'ai eu la chance en fait d'avoir été exposée justement au fait qu'il y avait des enfants pauvres dans le monde, très très pauvres dans le monde, qui vivaient des vies très très différentes de la mienne très tôt. Grâce au travail de ma mère, mais aussi grâce à des livres qu'elle introduisait dans la maison ou que j'ai pu lire à l'école. Et du coup, c'était tellement important pour moi, dans ma vie à moi, dans le travail que j'ai fait, d'avoir fait cette expérience de ce qu'était d'être pauvre très tôt, pas personnellement, mais par les livres et par les images. Il me semblait très important qu'il y ait des livres sur la pauvreté. Et la deuxième raison, c'est que en fait, il n'y a pas tellement de livres sur la pauvreté qui soient vraiment très bien faits, dans le sens où souvent il y a un petit peu justement les pauvres qui sont représentés comme étant tristes, avec des couleurs pastel et sépia, qui en fait contribuent un petit peu à véhiculer
des préjugés sur la pauvreté. Donc, ce qu'on a voulu faire avec toute cette série, essayer de pouvoir en parler plus, c'est d'exploser un peu le plus de préjugés possible. Voilà, nos enfants, ils vivent dans la pauvreté, mais ils ont des maisons, ils ont des jolis habits, ils sont colorés. Dans l'ensemble, ils sont joyeux, ils ont des problèmes, ils ont de bons moments aussi, un petit peu comme tout le monde. Donc, c'était pour ça que je voulais écrire ces livres-là, parce qu'ils n'existaient pas, en fait. Et quand mon grand frère m'a dit une fois, quand j'étais ado, le meilleur livre, c'est celui que le meilleur livre à écrire, c'est celui que tu aurais voulu lire, mais qui n'existe pas. Je me suis dit que c'était attendait d'être écrit. Donc, j'avais toujours envie de le faire. Et quand j'ai rencontré Ciel, j'ai mettre ce projet à exécution. Un petit problème avec la... Ah, c'est un problème de son. Non, là, le réseau. Ça y est, je pense. C'est bon, là, vous nous entendez? Oui, je vous entends. Vous m'avez entendu? Bon, de toute manière, je pense que ça tombe bien parce que on va remercier Madame Duflo, les enfants. On va passer au reste de l'atelier si ça vous va. Merci les enfants, vous avez des super questions. Vous avez été très sages. Merci beaucoup. Merci. Et la bibliothèque de nos réunions. Au revoir. Au début, ça faisait Allez, on va continuer sur une présentation encore 2 petites minutes pour les consignes de l'atelier. Alors en fait, ça va être assez rapide parce que je pense qu'on a répondu à beaucoup de questions. Je voulais juste vous montrer quelques images sur justement tous ces points dont on a parlé, la couleur de peau, mais aussi les vêtements. C'est juste la suite. Voilà, à partir de là. Voilà. Je vais juste vous donner deux, trois éléments auxquels nous, on a pensé. Et à la fois des éléments auxquels on pense quand on fabrique n'importe quel personnage, comme vous avez sûrement dû y penser quand vous dessinez en général et puis quand vous avez fait les dessins à partir des couvertures. Mais aussi à quoi on a pensé, nous, particulièrement, par rapport à la thématique de la pauvreté, comme ce que vous disiez à partir des vêtements, de la couleur de peau, mais aussi des prénoms. Donc, je vais rapidement vous montrer juste quelques images. Ça, par exemple, par rapport à la couleur de peau, eh bien, effectivement, moi, ça m'a demandé de faire finalement une sorte de carte un petit peu de tous les personnages et de toutes les couleurs des personnages. Alors, ça aurait pu être un petit peu plus simple d'avoir chaque famille avec une couleur, mais ça ne me semblait pas très réaliste non plus. Dans la vraie vie, on n'est pas chacun avec sa propre couleur et bien séparés. Si on peut montrer l'image suivante. Donc, j'ai un petit peu corrigé ça et j'ai essayé de faire en sorte que les couleurs de peau des personnages soient assez bien réparties sur tout le village. Il y a la question des prénoms, mais alors Esther y a répondu. Alors, on peut passer à la suivante. Il y a aussi un élément qui est assez important, c'est le fait, c'est très important quand on dessine pour les albums mais aussi pour les bandes dessinées, de donner à son personnage des traits fixes qui font qu'on peut reconnaître le personnage, que d'une case à l'autre ou d'une page à l'autre, on n'est pas à se redemander à chaque fois qui est ce personnage. Donc il faut à la fois que le personnage ait des traits, à la fois des traits de visage, mais des expressions, mais aussi par exemple tout simplement une taille. C'est pour ça que j'utilise aussi beaucoup la règle et le normographe, parce que l'enfant ne peut pas changer de taille d'une page à l'autre trop. Donc ça, c'est important. Et en même temps, eh bien, dans la vie du personnage, il va lui arriver plein de choses. Peut-être encore plus, effectivement, si il est dans une situation de pauvreté. Et donc, il faut à la fois montrer toutes les variations du personnage. Et là, par exemple, on voit le personnage de Naji. Au tout début de l'album, Naji n'a vraiment pas confiance en lui, mais aussi là, par exemple, il vient avec son père demander de l'argent à Monsieur Magot au village. Donc, il est tout courbé, il a une position un peu soumise, il est hésitant. Alors bon, moi, des fois, dans mon atelier, je mime aussi les poses des personnages, ça aide
à rendre vraiment compte, où je fais les expressions, ça me permet de encore mieux les dessiner. Et au contraire, à la fin de l'album, il a aussi pris confiance et il lui est arrivé tout un tas de choses. Et il a aussi pris confiance et ça se voit dans son corps qui est bien droit et il peut arriver aussi à faire sa demande ou en tout cas à combattre, mais à exiger des règles au chef du chantier. Donc la posture des personnages importe. Sur la page suivante, il y a un petit délai. Sur la page suivante, on voit la vieille dame. On la voit à un moment donné, elle n'a pas assez à manger, donc elle a plus d'énergie. Elle n'a plus d'énergie, donc elle est tombée malade et on la voit complètement allongée. Et au contraire, dans un autre album, c'est le même personnage, mais au contraire, elle défend ses convictions et son programme politique pour le village. Donc là, on voit que la position, le corps aussi, bien sûr, le texte va venir dire pourquoi elle est malade ou pourquoi elle est toute énergique, mais la posture du personnage va dire beaucoup. Par rapport à la question des vêtements, justement, Esther a déjà un petit peu répondu à ça, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément en dessinant des vêtements sales, gris, beige, rapiécés, qu'on va montrer que quelqu'un est pauvre. Au contraire, le fait de bien s'habiller, de prendre du plaisir à s'habiller, c'est aussi important. Aussi parce que dans les pays où elle travaille, les couleurs, il y a beaucoup de couleurs très très vives, de motifs, donc ça c'était important. Et particulièrement ce personnage de Conwood dont elle vous a parlé, eh bien, c'est le personnage qui est la plus pauvre du village et je voulais lui mettre des rayures parce que les rayures, ça souvent, j'ai vu notamment que l'un d'entre vous a fait des petites chaussettes avec des rayures dans son dessin. Eh bien, les rayures, ça a souvent été utilisé pour symboliser les personnes exclues de la société en marge, que ce soit les prisonniers, que ce soit les gens du cirque. Voilà, donc c'était une manière aussi de symboliser les personnes en marge de la société. Et ça se retourne, bien sûr, parce qu'elle finit par créer ses propres vêtements rayés de toutes les couleurs et faire plaisir aux gens du village. Sur la suivante, donc il y a la question des habits. Avec quels habits vous allez habiller vos personnages? Les personnages ne vivent pas dans le vide de la page, donc il y a aussi l'importance de l'environnement dans lequel ils vivent. Et ça, c'est notamment important parce que par rapport au changement de l'environnement, et notamment le changement climatique va affecter les pauvres en premier. Donc pour moi, c'était important aussi de montrer le changement climatique. Ici, par exemple, les rayons écrasants du soleil dans toutes les pages de l'album de Toumpa, qui viennent changer aussi l'attitude des personnages. C'est-à-dire que ce n'est pas juste des personnages qui sont collés sur un décor qui ne bouge pas et dont ils sont indépendants, mais dans tout cet album, au début, on voit les positions des enfants qui, d'habitude, sont extrêmement actifs, extrêmement énergiques, mais qui, là, à cause des rayons, sont aussi complètement fatigués, exténués de chaleur. Donc, le décor, l'environnement dans lequel vous allez dessiner vos personnages est important. Il y a aussi, j'ai vu dans un de vos dessins, il y a quelqu'un qui a repris une bulle qui dit « je m'ennuie ». Et pour nous, ça aussi, c'était très important de ne pas juste montrer les personnes pauvres comme n'ayant pas d'opinion, pas d'idées, pas de choses à dire. Et donc, c'est pour ça que j'ai aussi fait toutes ces pages où on voit, ça c'est ici, toutes ces pages où on voit les personnages en gros plan qui vont venir exprimer leurs souvenirs, leurs envies, leurs joies, leurs peines, leurs regrets. Ça, c'était aussi un souhait. C'était aussi un souhait des Stars du Flot. Donc là aussi, vous pouvez écrire à côté de vos personnages ce qu'ils pensent, ce qu'ils ont envie, ce qu'ils aimeraient défendre ou parfois leurs pensées secrètes. Et une dernière chose, c'est finalement le fait que ces personnages ne sont pas tout seuls. Ces personnages ont des amis, de la famille. Donc, j'ai vu que dans vos dessins, à chaque fois qu'on parle des 3 amis de Nilou, vous représentez bien les 3 amis. Donc ça aussi, c'est quelque chose que vous pouvez ajouter. Quels sont les liens, quelles sont les relations de ces personnages. Et pour finir, vous avez travaillé à 2 pour faire vos dessins. Et en fait, c'est comme moi et Esther. Et travailler à 2, ça permet aussi d'échanger, d'améliorer le personnage, de vivre un petit peu avec ce personnage. Et des fois, nous, on a passé 2-3 heures à discuter de ce que voudrait faire Imeuni dans la vie. Et donc, c'est ça aussi qui est important, c'est si le personnage vit
un petit peu pour nous. Ah ben, ça, c'est moi et Esther. Et donc, voilà. Et donc, ce que je vous propose de faire aujourd'hui, c'est de rajouter un personnage que vous allez dessiner en ayant un petit peu en tête bien tout ça, à la fois les traits physiques, le dessin du personnage, mais aussi peut-être le décor, peut-être du texte, peut-être dans quelle position votre personnage va être. Je vous invite à rajouter un personnage à cet univers qu'on a créé. Et de créer votre personnage, vous pouvez aussi réfléchir en prenant en compte tout ce qu'on a dit. Exactement. Puis là, on a un nom aussi. Voilà. Ben, merci d'avoir été tout attentif. Atelier. Je peux déjà dire merci aussi à Cheyenne Olivier. Merci.